Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore sur les ondes de Canal M pour l'émission Vivement les femmes. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'être régulièrement avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme qui a tout un parcours. Il s'agit de Virginie Francoeur, professeure en gestion du changement à Polytechnique de Montréal. Bien qu'elle ait grandi parmi la littérature, elle n'a pas emprunté un parcours littéraire typique. Elle a su, à sa manière, combiner les sciences et les arts. Bonjour Virginie Francoeur. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Donc, Virginie, moi, j'étais vraiment ébahie devant ton parcours. Tu es titulaire d'un baccalauréat en gestion, d'une maîtrise en développement organisationnel de HEC Montréal, d'un doctorat en management de l'Université de Laval et tu as également effectué un stage doctoral à la faculté de psychologie de l'Université de Valence en Espagne. Et là, avec tout ça, je me demande, puisque c'est toi qui l'as dit, tu as eu une adolescence mouvementée et tu as même dit que ta crise d'adolescence a duré des années au grand détriment de ta mère. Donc alors, parle-nous de cette période de révolte et suivi de ton parcours académique qui est quand même un parcours scientifique important, imposant. Oui, donc premièrement, il faut savoir que j'ai grandi quand même dans un milieu artistique. Mes deux parents sont écrivains, Lucien Francoeur et Claudine Bertrand. Donc mon père aussi est chanteur rock. Puis les deux étaient professeurs de littérature. Mm-hmm. Donc durant mon enfance, j'ai toujours beaucoup quand même, jusqu'à l'adolescence, là, j'aimais beaucoup lire, écrire. Même en préparation là, de l'entrevue, j'ai retrouvé mes premiers journaux intimes. En fait, ma mère m'encourageait beaucoup à lire. Puis tu vois... quand je l'ai relu là, ce matin, je disais « J'aimerais être professeure quand je serai grande, à 6 ans et demi. » Donc, c'est ça. Donc, l'écriture a commencé... après, je pourrais reparler là, du volet plus littérature, mais disons, c'est ça. Durant mon enfance, j'ai toujours quand même beaucoup lu. J'adorais les courtes échelles de Christine Brouillette, ses romans policiers. J'aimais aussi beaucoup lire les Cyrus. C'était les petits livres encyclopédiques qui répondaient à toutes sortes de questions. Donc, on voit qu'il y avait quand même le côté roman et en même temps scientifique. Puis, c'est sûr que grandir dans ce milieu-là dans lequel j'ai grandi, où la maison est vraiment tapissée de livres, plancher, plafond, puis il y a quand même un poids avec ça, tu sais, ce poids de l'héritage. Puis je me souviens qu'à l'école, on me disait souvent, ben c'est facile pour toi parce que tu es la fille de... Oui. Donc, il y a un moment, c'est ça, je pense vers 13-14 ans, j'ai vraiment voulu me distancer de l'héritage de mes parents, du milieu aussi littéraire et artistique. Mm-hmm. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu une crise d'adolescence, justement, qui a duré plusieurs années. En fait, c'est ça, au secondaire 1, 2, j'ai été au pensionnat Saint-Nom-de-Marie. Oui. Et j'ai été renvoyée de cette école. Et ensuite, j'ai changé, j'ai été à Pierre-Laporte. Donc là, je passais d'un collège privé de filles à une polyvalente école publique mixte. Donc, c'était vraiment différent. Puis, je me souviens qu'il y avait même, dans les premières semaines, là, il y avait des filles qui m'attendaient, tu sais, pour me battre après l'école. Ça a vraiment été un parcours que j'ai trouvé, tu sais, difficile, ce changement-là aussi d'école. Ensuite, mes parents s'entendaient pas sur la manière de m'éduquer. Donc, il y a un moment donné où moi, j'étais en centre d'accueil. Mes parents se sont séparés. Moi, j'ai déménagé. Ensuite, je suis sortie de centre d'accueil. J'étais pas restée longtemps, là. C'était à Dominique-Savio. Je pense que je suis restée une semaine ou deux. Okay. Ensuite, j'ai été vivre avec mon père. Mes parents se sont séparés. Ça a duré 1 an à peu près, cette période-là, où mes parents se parlaient plus. Puis je pense que c'est même moi qui les avais remis ensemble. Une fois, j'avais fait croire à mon père, j'ai dit « On va souper ensemble tous les deux ». Puis j'avais dit à ma mère la même chose. Puis je les avais... okay. J'avais fait en sorte qu'ils se retrouvent. Puis finalement, on a redéménagé là, tous ensemble. Mais je dirais jusqu'à environ peut-être 20 ans, là, c'est vrai, tu sais, je voulais rien savoir de ce que mes parents faisaient. Puis même si à 6 ans et demi, là, dans mon journal intime, je disais que je voulais être professeure, de 14 à 20 ans, là, tu sais, je voulais pas être professeure, je voulais pas être écrivaine, donc je voulais vraiment tracer ma voie. Donc ça a été un parcours, disons, une période beaucoup plus tumultueuse. Là. Oui. Donc tu étais vraiment en opposition aux carrières de tes parents. Ta mère qui est Claudine Bertrand, qui est professeure, poète et professeure de littérature. Donc toi, c'était vraiment
de faire ta voix? Tu avais fait le choix à ce moment-là? Oui, exact. Je voulais vraiment tracer ma voie, puis pas aller dans dans le même chemin que celui de mes parents, probablement parce qu'on m'avait tellement dit, tu sais, ah, ça va être facile pour toi, tu sais, si tu veux aller dans la radio, la télévision, parce que aussi mon père a animé longtemps des émissions de télé ou radio, puis il était professeur, fait que moi, je me suis dit, je veux pas faire la même chose que mes parents, puis je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'il y a eu une rébellion, puis une envie de faire complètement autre chose, puis je me souviens que ensuite, j'ai travaillé en restauration. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais même commencé au Cégep du Vieux, Montréal, je pense que je m'étais inscrite en travail loisirs communautaires. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Ensuite, je voyais que toutes mes amies s'inscrivaient à l'université, puis finalement, j'ai décidé de m'inscrire à HEC parce que je m'étais dit, bon, ça va être une direction là, diamétralement opposée à celle de mes parents. J'avais même commencé en finance, puis j'avais commencé par un certificat parce que je me disais, un bac, c'est beaucoup trop long. Moi, je veux pas faire ça. Puis finalement, de fil en aiguille, bon, après, j'ai fait 11 ans d'université parce qu'il y a des professeurs aussi qui ont cru en moi. Puis je pense que je me réalisais dans ce milieu-là. J'ai travaillé beaucoup sur des enjeux sociaux, mais c'est pour montrer que mon parcours a, disons, été parsemé quand même d'obstacles puis d'éléments un peu plus difficiles, mais ça démontre qu'on n'a pas besoin d'avoir un parcours parfait ou idéal pour ensuite poursuivre une carrière universitaire. Oui, bien tout à fait. Puis c'est ce que je voulais aussi faire ressortir, le fait que tu as eu un peu cette adolescence mouvementée et puis que tu es arrivé à avoir... Parce qu'on parle quand même d'un parcours qui est quand même scientifique parce que on va parler des sujets qui t'animent. Donc, alors... Si je reviens un petit peu, c'est qu'à 20 ans, tu as fait ce choix-là d'aller dans une première carrière qui était au niveau du HEC. Mais est-ce que tu avais-tu déjà une passion ou tu as choisi ça par hasard? C'est vraiment pour faire autre chose que ce que mes parents faisaient. Puis quand je m'étais inscrite, j'avais pas une idée de ce que je voulais faire plus tard. Puis même moi, je voulais juste faire un certificat. Puis peut-être, tu sais, vraiment, là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Fait que, tu sais, je m'étais vraiment inscrite parce que je voyais mes amis qui eux, étaient presque, avaient commencé leur baccalauréat. Puis je me suis dit, bon, ben, moi aussi, j'aimerais aller dans cette voie-là. Mais je dirais que c'est plus vers la maîtrise que ça s'est préciser là, ce parcours scientifique parce que j'ai commencé à HEC, je travaillais pour une chaire de recherche, la chaire de commerce Omar de Serre. J'ai commencé à faire des collectes de données, un travail plus scientifique. Puis là, j'ai vraiment aimé ces aspects-là du travail de recherche parce que justement, probablement aussi que ça revient tout ça à mon enfance parce que, bon, j'ai montré les journaux intimes, mais même quand j'allais à la bibliothèque avec mes parents, je faisais toujours des recherches sur, par exemple, à chaque semaine, là, j'avais un sujet, je sais pas, le tigre de Sibérie ou toutes sortes de sujets comme ça. Puis j'aimais ça, creuser des sujets, puis m'informer sur certaines choses. Donc, c'est pour ça que je pense que le travail scientifique est un peu venu à moi comme ça, par hasard. Puis ensuite, c'est vraiment des professeurs qui m'ont fait confiance puis qui m'ont encouragée. Puis là, je me suis dit, ah ben, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même réaliste. Je pourrais, moi aussi, aller poursuivre des hautes études, faire un doctorat. Puis, bon, aujourd'hui, je suis devenue professeure probablement que à ma période là, d'adolescence où j'ai fait par après 4 écoles secondaires, ben on misait pas nécessairement sur moi, tu sais, pour faire des hautes études. Donc ça démontre quand même, c'est ça, qu'il y a différentes voies qu'on peut prendre. Puis peut-être aussi, étant donné que moi j'étais très désintéressée à un certain moment par mes études, surtout à l'adolescence, ben c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive peut-être vraiment à accrocher les étudiants parce que vu que moi, j'ai décroché de l'école, ben je veux tellement rendre le cours dynamique puis intéressant. Fait que peut-être qu'en même temps, ça m'a servi dans mon enseignement aussi pour pas faire quelque chose de trop carré. Donc, d'essayer d'avoir des éléments là, plus créatifs aussi dans mon enseignement. Oui. Tu parles beaucoup je vais dans un autre sujet où j'ai beaucoup vu que tu étais très sensible à la souffrance du monde. Pourquoi? Je pense que j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais jeune aussi, je me souviens que j'aidais, tu sais, il y avait une classe avec des personnes qui avaient des difficultés, des handicaps au primaire, puis ils pouvaient pas prendre leur récréation en même temps que nous, puis je me souviens, j'avais été voir la directrice, puis j'avais dit « Ah, je veux qu'ils soient avec nous ». J'avais même fait avec des amis le cirque à 1 sou, là, pour aider. On ramassait de l'argent, on n'avait pas beaucoup, là, avec 1 sou par spectacle, mais c'était pour redonner.
donné. Fait que ça m'a toujours happée, puis ça m'a toujours vraiment sensibilisée. Les communautés vulnérables ou les personnes qui souffrent. D'ailleurs, c'est ça, j'ai été enseignée par la suite en Inde bénévolement. Oui. J'ai aussi été enseignée en Sibérie à des personnes, des enfants marginalisés aussi de quartiers défavorisés. Donc, de redonner, tu sais, ça a toujours fait partie de moi. Okay. Puis ça m'a tu sais, à chaque fois que je vois quelqu'un qui souffre, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Fait que je pense que aussi ça vient que mes parents, c'est des gens qui sont très généreux, puis quand j'étais jeune, ils m'ont beaucoup amené à justement à aider. À chaque Noël, on faisait, tu sais, encore aujourd'hui, je fais des paniers de Noël que je vais porter aux gens qui sont en situation d'itinérance. Okay. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait, puis je pense que ça fait partie de moi. De toi. Donc, on va s'arrêter un peu pour une pause musicale et puis on va écouter une chanson, on achève bien les Rockers, qui est justement de ton père, Lucien Francoeur et Jerry Boulet. On a tous envie de partir, quand rien ne va qui vaille. On voudrait tout oublier, quand on n'a rien à perdre. Dans des hôtels de troisième ordre, où traînent les fleurs du mal. La détresse nous attend, quand plus personne ne vient. On a tous l'idée de s'enfuir par la porte d'en arrière, mais on finit par rester sur place, devant la glace qui déforme tout. On achève bien les rockers lorsqu'ils ont les bleus au cœur, et lorsqu'ils ont les idées larges, s'entêtent à vivre leur vie en marge. Quand on est seul dans sa chambre, la nuit vient nous chercher, comme un vieux souvenir du bout de la mémoire. Y a toujours un con qui revient chercher son perfecto. Quand arrive le matin, on se prend pour un beau. It's only rock and roll, but I like it. On achève bien les rockers lorsqu'ils ont les bleus au cœur. Ils sont comme des gitans blessés au fond des cafés oubliés. On achève bien les rockers lorsqu'ils ont les bleus au cœur. Ils portent des blousons usés et des blue jeans déchirés. Nous sommes de retour avec Virginie Francoeur, professeure en gestion du changement et autrice. Alors, Virginie, on l'a entendu dans la première partie de l'émission, ton adolescence. Donc, ton parcours professionnel, pour moi, c'est aussi atypique là, qu'a été ton adolescence. Donc, maintenant, tu formes des ingénieurs aux aspects humains et écologiques. Alors, dis-nous comment tu fais ça. Oui, alors, en fait, c'est ça. Ça a été vraiment la mission là, qu'ils m'ont donnée quand j'ai été recrutée à Polytechnique. Là, ça va faire à peu près, en fait, un peu plus de 2 ans. J'ai été engagée le 1er juin 2020. J'ai déposé ma thèse de doctorat le 30 mai. Fait que puis j'ai commencé 1 ou 2 journées après.
Puis en fait, Polytechnique avait quand même cette ouverture d'aller chercher des personnes qui ont des profils différents. Donc moi, je suis pas ingénieure de formation. J'ai fait tout mon parcours, comme on l'a mentionné précédemment, en gestion. Fait qu'ils voulaient vraiment former les ingénieurs, c'est ça, aux aspects humains, aux aspects environnementaux, puis les aider aussi dans une prise de décision éthique. Les ingénieurs vont vraiment, tu sais, on s'en va de plus en plus dans un univers technologique avec les bénéfices, mais aussi les risques que ça peut comporter. Donc, moi, j'aime ça être au cœur de ce développement technologique. Ce sont les ingénieurs qui développent ces technologies. Puis moi, j'enseigne à tout bac maîtrise, mais vraiment à tous les étudiants de tous les types de génie, aérospatial, chimique, physique, industriel, logiciel. Et puis, c'est ça, donc c'est pour les aider à prendre des décisions plus éthiques. Puis moi, mon champ de recherche principal, là, ça a été d'ailleurs le sujet de ma thèse de doctorat, c'est sur les comportements éco-responsables en milieu de travail. Puis donc moi, j'ai étudié en gestion, donc vraiment mon cadre de recherche, c'est au sein des organisations. Puis en fait, c'est comment on peut motiver les individus à adopter des comportements éco-responsables dans l'exercice quotidien de leur travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des études, là encore à ce jour, sont réalisées dans le secteur résidentiel, alors que le secteur le plus polluant, ce sont les industries, les organisations. Donc moi, c'est vraiment là, le cadre de mon étude, de toutes mes études plutôt. Puis en fait, parce que c'est pas les mêmes freins, c'est pas les mêmes leviers qu'on soit dans le milieu résidentiel ou qu'on soit dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail, on a des contraintes, on est surchargé parfois, on est fatigué. D'ailleurs, on va publier une étude là, dans les prochaines semaines qui va s'intituler « Trop fatigué et trop surchargé pour être éco-responsable ». Donc, on a démontré que la surcharge puis de travail, c'est pas complémentaire avec l'adoption de comportements éco-responsables parce que même si on a des valeurs environnementales fortes, ce qu'on a démontré, en fait, c'est que dans 95% des cas, les comportements éco-responsables sont des comportements volontaires ou discrétionnaires. Si je prends, par exemple, apporter sa propre bouteille d'eau, ses ustensiles, faire du covoiturage, éteindre les lumières, imprimer recto-verso, mettre sur pied un colloque sur le développement durable, c'est généralement discrétionnaire, on n'est généralement pas rémunéré directement pour ces tâches-là. Donc, quand on est surchargé, on va se concentrer sur quoi? C'est ce qu'on appelle le in-role, donc les tâches prescrites, les tâches pour lesquelles je suis rémunérée. Donc, moi, c'est vraiment de travailler sur les leviers, les freins à l'adoption de comportements éco-responsables. Puis en plus, je calculais là, dernièrement qu'on va travailler à peu près un peu moins de 100 000 heures au courant de notre vie. Donc, il y a vraiment une urgence puis une nécessité d'agir sur les milieux de travail. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de démontrer comment les employés peuvent devenir des acteurs de changement, peuvent se responsabiliser, puis justement adopter des comportements éco-responsables pour accélérer cette transition écologique. Puis les ingénieurs sont très réceptifs? Oui, en fait, puis eux, tu sais, ils travaillent beaucoup, avec au niveau du choix de leurs matériaux. Là, on vient d'avoir un contrat de recherche avec un de mes collègues, Mario Bourgault, pour toute l'industrie de la construction avec Pomerleau Construction. Donc, c'est principalement des ingénieurs qui travaillent dans ces milieux-là. Donc, c'est pour les sensibiliser, les responsabiliser. Puis, je vois qu'il y a vraiment, en tout cas, une sensibilité, je trouve, qui est plus grande que quand moi, j'étais au baccalauréat. C'est sûr qu'on est dans de plus en plus, on entend parler, c'est la crise climatique, mais on est dans un mode et un monde de surconsommation puis surexploitation des ressources naturelles. Fait qu'ils sont conscients de ça. Puis je pense que parfois, ils ont juste besoin d'avoir des outils pour savoir comment, ou des indicateurs dans leur milieu du travail pour savoir quel comportement adopter, quel comportement a le plus d'impact positif sur l'environnement. Donc, c'est principalement là, mon champ de recherche. OK. Ça m'amène à te demander la question suivante, parce que tu as parlé de notre identité verte. Comment nos pratiques éco-responsables peuvent-elles nous définir? Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Moi, je les ai vues, puis j'ai essayé de me mettre dans une case, mais vas-y. Oui, en fait, donc ça, c'est en lien... récemment, là, je viens tout juste de publier un livre, Green Behaviors in the Workplace, avec Pascal Payet, qui est professeur titulaire en France, mais qui était aussi mon directeur de thèse. Puis dans ce livre-là, on développe cette identité verte, identité écologique qui va de écolo, en fait, éco-indifférent, laisser faire, altruiste et activiste. Donc, il y a une gradation en fonction des comportements. Puis, on les a divisés, en fait, selon tous les types de comportements, de recyclage, d'alimentation, de pollution. Si je vous donnais un exemple pour le recyclage, là, un exemple que je pense que tout le monde peut comprendre, si on est éco
laisser faire, ben, on recycle pas. Si on est éco-indifférent, à l'occasion, on va recycler. On va bien trier les matières recyclables. Si on est éco-altruiste, on va toujours bien trier les matières recyclables. Puis si on est activiste, bien là, on va pratiquer du zéro déchet. Donc, on n'aura pas besoin pratiquement de trier vu qu'on n'aura pas de déchets. Donc, ça, c'est vraiment pour un exemple de recyclage. Puis là, je vais donner d'ailleurs une conférence, un atelier plutôt à l'Institut du Nouveau Monde. Oui. Et puis là, j'ai préparé ce jeu en fait pour que ça soit plus amusant pour, c'est des jeunes là, principalement pour la conférence. Donc, c'est toutes des cartes. Donc, j'ai fabriqué un jeu de cartes, 52 cartes avec tous les types de comportements. Donc là, c'est pour les amener aussi à échanger puis à comprendre on est quel type de comportement, quel comportement on adopte, ça va nous permettre de déterminer notre identité pour éventuellement essayer d'augmenter. C'est ça. Donc, puis je travaille aussi avec l'organisme environnemental Équiterre, avec une de mes collègues, là, Sophie Bernard, qui est en économie circulaire, qui est une économiste, puis on a réalisé une grande étude pan-canadienne sur le zéro déchet. Oui. Donc, c'est quoi les leviers, les freins à l'adoption de zéro déchet pour les consommateurs, mais autant pour les épiceries. Donc, c'était dans le secteur de l'alimentation. Donc, tout ça, ça permet aussi de bonifier, disons, ma compréhension puis mes études sur l'identité écologique. Oui, oui. Donc, avec ça, comment que tu perçois tes étudiants ou même, j'irais même plus loin, les jeunes de notre époque? Est-ce que tu sens qu'il y a une majorité qui sont éco-responsables? Ça dépend dans quel contexte de travail. C'est sûr que là, sur la question de l'identité verte, nous, on l'a testé en milieu de travail. Oui. Ce qu'on remarque, c'est plutôt qu'il y a des contraintes dans le milieu du travail. Puis des fois, c'est pas que les gens ont pas des bonnes intentions ou veulent pas être écologiques. C'est juste parce qu'ils sont tellement surchargés ou fatigués dans d'autres tâches de travail. Puis des fois aussi... ils comprennent pas le système de recyclage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, les poubelles n'ont pas le même code de couleur. Oui. C'est pas les mêmes symboles d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, des fois, on se rend compte les raisons là, qui expliquent que les individus sont peut-être plus indifférents, éco-indifférents. C'est des fois par un manque de connaissances puis par une surcharge de travail, mais pas nécessairement par un manque d'intérêt. Mais je pourrais pas dire, spécifier... Oui. Dans un domaine là, prescrit, mais on va le faire là, avec l'industrie de la construction. Fait que dans deux ans, j'aurai en tout cas les résultats pour cette industrie-là. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu nous conseillerais, comme je veux dire, dans un milieu de travail, des choses simples qui pourraient nous rendre... au moins éco-altruiste, parce que je pense que je suis là-dedans, mais je dois tendre à aller à éco-activiste, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu conseilles dans un milieu de travail? Ce que je suggère, c'est premièrement, si une entreprise veut vraiment prendre un virage vert, puis ça doit faire partie de son ADN, donc l'entreprise doit dégager plus de temps pour que les employés puissent s'investir dans ce type de comportement-là. Pour le moment, les organisations vont demander aux employés qu'ils soient mobilisés envers les consommateurs, envers leurs clients. Puis là, on veut que les employés soient mobilisés envers l'environnement. Mais les employés ont besoin de temps pour réfléchir à ces questions-là. Oui. Justement, il y avait des étudiants qui voulaient mettre sur pied un colloque sur le développement durable, mais ça prend du temps, il faut rassembler toutes les parties prenantes. Donc, ce que je dirais, c'est de donner des ressources, du temps, puis de la formation, d'avoir des experts qui viennent justement faire des animations, des ateliers qui sont peut-être un peu plus ludiques pour favoriser les échanges. Donc, c'est vraiment ce que, si j'avais à résumer, c'est temps, ressources pour que les employés s'investissent. Oui. D'accord. J'aimerais t'amener à les enseignements que tu as faits à l'extérieur. Donc, tu as enseigné en Inde et en Sibérie. Et qu'est-ce que tu enseignais, là? En fait, c'était l'anglais principalement. Donc, en Inde, je pense que je terminais ma maîtrise, puis j'étais partie avec une de mes amies collègues, Zora Bendoua, que je salue d'ailleurs. On était partis, je trouve qu'on était assez téméraires. On est partis vraiment 2 filles. On n'était pas partis avec un organisme
organismes autres. On a vraiment mis sur pied nous-mêmes cette mission-là d'enseignement bénévole. Puis je voulais mettre en même temps à profit mes nouvelles connaissances en gestion de projet. On avait fait une grosse levée de fonds avant de partir. Je pense qu'on est parti avec 250 livres, manuels scolaires qu'on avait amenés là-bas pour construire des bibliothèques. Puis on a enseigné principalement à Dharamshala, donc à des réfugiés tibétains. La Chine a détruit le Tibet, là. C'est un génocide. Puis donc le Dalai Lama est parti s'installer à Dharamshala. Donc il y a beaucoup de Tibétains qui traversent les frontières. C'est extrêmement difficile comme contexte. Puis il n'y a pas d'image là, sur Internet que tu peux pas te préparer à ça. Fait qu'au final, je pense que quand on est revenu, on a beaucoup plus appris d'eux. Tu sais, peut-être qu'ils ont appris nous. Moi, je suis revenue, puis on réalise à quel point, justement, on est privilégiés. Puis, tu sais, c'est des jeunes filles que je rencontrais à 11 ans. Puis, tu sais, ce qu'elles disaient, c'est qu'elles vont se faire marier très jeunes. Donc, c'est un contexte. Puis, les jeunes filles qui vont marcher 2-3 heures pour se rendre à l'école, qui n'ont pas mangé avant d'arriver à l'école. Donc, nous, on achetait des bananes, on achetait des fruits, on essayait, tu sais, de faire notre possible. Puis... ce qu'on a fait, on a continué aussi à être en contact avec le directeur d'école, puis certains enseignants, parce qu'eux, ils voulaient en même temps apprendre des manières d'enseigner un peu à l'occidental. Donc, c'était l'anglais. Puis moi, je l'enseignais, je pense que c'était des jeunes de 6 à 10 ans, ma classe. J'enseignais l'anglais à travers la poésie, à travers les arts. Puis ils sont pas si habitués à s'exprimer comme nous au niveau des émotions. Fait que ça a été vraiment, en tout cas, un beau déclencheur de leurs émotions. Puis c'était justement ces apprentissages à travers les arts. Puis l'année suivante, avec cette même amie, collègue, on a traversé la Russie, on a pris le transsibérien, quelque chose qu'on pourrait plus faire là, en ce moment avec le contexte actuel, qui est très, en tout cas, c'est un autre sujet, mais c'est ça, on a enseigné en Sibérie. C'est un camp d'été pour les enfants défavorisés. On est resté là, c'était à Ulan-Ude, environ 1 mois. Puis c'était aussi l'anglais que j'enseignais à travers les arts. Donc, c'est sûr que, tu sais, je pense que moi, je suis passionnée d'enseignement, donc, puis j'aime ça, redonner de mon temps, puis essayer, en tout cas, de faire une différence. Ah, tout à fait. Ben, de toute façon, ta passion, on l'entend, on la vit aussi par ta voix, puis par ce que tu as fait. Donc, nous allons nous arrêter pour une petite pause, puis on revient par la suite. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Je poursuis avec Virginie Francoeur, professeure en gestion du changement et autrice. Alors, Virginie, un de tes livres s'intitule « Sciences et arts, transversalité des connaissances ». Parle-nous de ce livre-là, puis j'aimerais savoir, est-ce que dans ce livre, est-ce qu'on peut voir l'amalgame de tous tes champs d'intérêt? Parle-nous du livre, là, comment que c'est venu? Parfait. Donc, oui, ce livre-là, je l'ai apporté d'ailleurs ici, qui est publié aux presses de l'Université Laval. En fait, quand j'étais étudiante au doctorat, ce que je trouvais, c'est que souvent, on travaille dans l'ombre en tant qu'étudiant au doctorat. Puis quand il y a une politique publique qui est mise en place, on ne se rend pas compte de tout le travail qui a été fait en amont par des chercheurs qui peut prendre des fois plusieurs années, que ce soit des rapports qui sont transmis au gouvernement, aux différentes instances, les recommandations, etc. Puis je trouvais, c'est ça que
il manquait des fois ce lien avec le public, puis pour vulgariser aussi ce qu'on faisait, l'information. Des fois, je me disais, tu sais, j'ai l'impression qu'on peut être un peu dans nos tours d'ivoire. Donc, comment vulgariser la recherche, puis comment faire connaître aussi ce qu'on fait. Donc, j'ai regroupé, en fait, des chercheurs en management, comptabilité, relations industrielles. Donc, j'avais sélectionné des articles scientifiques écrits par des chercheurs et j'avais demandé à des étudiants en art de les traduire, de les transformer selon le médium artistique de leur choix. Donc, c'est un projet qui a eu lieu à l'Université Laval. Il y avait, en fait, c'est Anne Pérousse, qui est écrivaine d'ailleurs, qui s'occupait du volet littérature. C'est ses étudiants en lettres qui ont participé. Donc, moi, j'avais été rencontrer tous les étudiants parce que le projet aussi s'était intégré au plan de cours des étudiants. C'était vraiment leur travail de session. Aussi, Sylvie Pouliot qui s'est occupée du volet design industriel parce qu'il y a eu des étudiants en lettres et en design qui ont traduit ces données-là. Donc, c'était des données qualitatives ou quantitatives. Puis, ça a donné lieu à une exposition qui a été présentée à la bibliothèque de l'Université Laval. Là, je pense que c'était en 2018 environ. Et puis, c'était justement, c'était vraiment des grandes affiches avec soit des textes en littérature qui étaient aussi narrés, il y avait des casques d'écoute pour écouter ces textes et il y avait en design graphique des affiches. Mais moi, ce que je voulais pas que les étudiants, disons, traduisent l'article scientifique au sens littéral. Je voulais vraiment qu'ils se l'approprient, comment eux, ils l'interprètent, comment ils vivent ces données-là, puis qu'est-ce que ça veut dire pour eux, pour quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Puis je me souviens d'un chercheur, Yves Vallée, qui était à l'exposition, qui avait les larmes aux yeux. Il dit, les artistes ont redonné des formes, des couleurs, une humanité à des sujets de recherche, des fois qu'on va un peu déshumaniser parce qu'on les quantifie pour toutes sortes de raisons, là, au niveau scientifique. Donc, ça a été ce projet-là de regrouper, de rejoindre justement toutes ces personnes-là ensemble, mais tous ces champs aussi disciplinaires. Je voulais vraiment qu'il y ait une circulation fluide du savoir puis qu'on se parle entre facultés parce que souvent, on va parler d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité, de transversalité, mais on reste dans un champ quand même un même champ de recherche ou les mêmes paradigmes. Donc, on va penser à jumeler gestion marketing ou gestion économie, mais on peut encore aller beaucoup plus loin. Donc, l'exposition, c'est ça, a eu lieu en 2018. Ensuite, elle s'était promenée dans différentes facultés, dont la faculté des sciences de l'administration où j'étudiais à l'époque, durant mon doctorat, puis même le doyen avait incité d'autres professeurs à aller voir l'exposition avec leurs étudiants pour qu'ils se questionnent justement sur comment on peut mieux vulgariser aussi ce qu'on fait auprès du public. Et puis, donc, dans ce livre-là, ensuite, c'est les presses de l'Université Laval qui m'avaient mandaté là, pour écrire un livre sur toute la démarche. Donc, j'ai fait plein d'entretiens avec autant les chercheurs que les artistes qui ont participé, les étudiants artistes, pour savoir comment ils avaient perçu l'expérience, puis pour aussi la rendre reproductible. Mon objectif en écrivant Sciences et Arts, c'est que d'autres personnes s'inspirent de cette démarche-là, puis puissent la reproduire, que ça soit dans le milieu universitaire, mais même dans des milieux de l'organisation des entreprises. Puis tout le premier chapitre, c'est vraiment un essai sur les écoles de gestion, le milieu aussi les universités, comment on en est venu à se surspécialiser alors qu'au siècle des Lumières, ça formait un tout, là, la littérature, les mathématiques, puis on était très multidisciplinaires. Donc, c'est ça, il y a un essai, puis là, je me pose la question, comment on peut changer les choses, comment on peut les transformer? Bien, une des avenues, ça a été cette exposition. C'est même Isabelle Hudon, une femme super inspirante, qui a écrit ma préface, et puis qui était d'ailleurs ambassadrice du Canada en France. Là, je pense qu'elle est directrice PDG de la Banque du Canada. Puis Bernard Voyer, qui est un grand explorateur. Fait qu'eux aussi, ils expliquent comment ils ont perçu la démarche. Puis, donc voilà pour ce qu'il en est de ce livre-là. C'est ça, finalement, ça a humanisé, ça donne un côté humain à tout ça, au côté scientifique des choses. Exactement. Puis là, en ce moment, je travaille sur un autre projet avec une équipe aussi de Polytechnique de refaire cette expérience-là avec des données qu'on a eues, qu'on a récoltées là, sur l'environnement. Donc, c'est sûr que ça a ouvert la voie pour moi des projets. Puis ça me permet de jumeler ces deux aspects. C'est ça. Puis je veux te poser la question, Virginie. Comment t'expliques ça? Parce que pour moi, tu as comme une facilité là, de passer de la science à la littérature, à la poésie, puis on le voit dans tes écrits. Mais cette facilité,
comment tu dirais, elle vient d'où? C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours perçu, moi, ces deux pôles comme étant complémentaires. Je pense qu'aussi dans ma famille, bon, moi, je suis fille unique, je suis très près quand même de mes parents. Ça a toujours été quelque chose qui était encouragé de s'exprimer par rapport, tu sais, dans différents médiums artistiques. Mes parents aussi ont fait, tu sais, ils ont eu plein de carrières, ils ont eu plusieurs vies dans leur même vie. Fait que, tu sais, je pense que c'est sûr que ça, tu sais, j'ai toujours été encouragée à essayer de jumeler, de faire des liens avec certains aspects qui peuvent paraître à première vue, disons, complètement à l'opposé. Oui. Puis, tu sais, je pense que je fais vraiment corps avec mon travail scientifique, c'est-à-dire que ma personnalité, mon côté créatif influence vraiment ce que je fais. Puis, en tout cas, je pense qu'il y a une forme de poésie du langage, même dans la manière dont je vais percevoir des enjeux scientifiques. Je pense que mon côté, justement, qui est en poésie, ben, va me permettre de percevoir des enjeux différemment, peut-être avec une plus grande sensibilité, peut-être aussi d'être plus, attentive à certains aspects. Puis, tu sais, je dirais que toutes ces facettes-là, ça forme un tout. Tu sais, dans une journée, je suis pas 2 heures professeure, 2 heures chercheuse, 2 heures poète, romancière, essayiste, scénariste. Tu sais, c'est vraiment combiné. Combiné, oui. Oui, puis je pense que je pourrais pas faire autrement, puis je pourrais pas être juste dans une voie. C'est ça. Parce que tu disais, j'ai lu dans un article cette période de ta vie, tu te consacres à ta profession universitaire. Mais ce que je vois dans ce que tu dis, tu n'as pas non plus délaissé tout le côté littéraire, poésie, écriture. Donc, le tout fait que tu es la personne... actuelle, aussi prolifique aussi. Ben, en fait, c'est ça. C'est juste parce que, bon, quand on est professeur à l'université, puis pour l'agrégation, là, il y a beaucoup d'exigences. Fait que c'est pour ça que là, je suis plus dans cette carrière universitaire, mais j'ai pas délaissé pour autant, là, comme je l'ai mentionné, le projet Scienciart, on va le reproduire. Je travaille sur un film documentaire. Je travaille aussi sur un recueil de poésie. Donc, c'est des chantiers là, qui sont en tout cas, dans mon environnement. Puis quand j'ai un peu de temps, j'essaye de m'y mettre, mais ça m'habite toujours. C'est ça. Puis du temps, est-ce que tu en as avec tous ces projets en œuvre? C'est une bonne question. Ben, pas beaucoup, mais j'ai toujours été quand même quelqu'un d'hyperactif. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait de l'identité verte, là, puis des cartes de jeu. Ben, ça, c'est un soir, je dormais pas, je me suis levée la nuit, puis j'ai travaillé là-dessus. Fait que des fois, je travaille quand même beaucoup, mais je dirais que c'est pas forcé. Tu sais, quand j'ai pas envie de travailler, je travaille pas, mais ça m'arrive rarement. Puis aussi... tu sais, moi, mon chum habite à Québec. On s'est rencontrés là-bas. Fait que ça me laisse quand même un espace de liberté de penser la semaine. Je suis quand même... je suis seule parce qu'on se voit plutôt les fins de semaine. Donc, ça me laisse amplement le temps de créer puis de travailler sur des projets qui m'habitent. Oui. Tu as parlé des cartes de jeu d'identité verte. Moi, en tout cas, ça m'interpelle. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu peux commercialiser Oui, mais en fait, il y a plein de jeux comme ça que je développe pour mes cours. Puis il y a même des étudiants qui me disent, ben pourquoi ça serait pas, tu sais, les organisations devraient faire ça, s'emparer un peu de ce que tu fais. Puis, fait que probablement, là... quand je vais en avoir quelques-uns, je pense que je pourrais travailler là-dessus. Fait que pour le moment, tu sais, je les ai vraiment juste fait pour mes cours, mais là, il y a plein de gens qui me demandent même, est-ce qu'on pourrait les utiliser? J'ai fait aussi un peu, ça s'inspire du théâtre, donc des jeux de rôle avec les étudiants là, qui doivent jouer différentes catégories d'employés, puis il y a l'identité verte. Fait que là, je commence à avoir plusieurs jeux, puis je pourrais éventuellement me pencher là-dessus. Oui, bien c'est sûr, parce que surtout, c'est ludique, et puis ça fait aussi qu'on peut comme informer aussi les jeunes de ce qu'ils peuvent se faire, parce que c'est sûr, lorsqu'on parle de l'éco-responsabilité, parfois c'est vague, hein? Donc, mais concrètement, et puis de savoir aussi, nous aussi, comment que ça vient nous interpeller comme individus, et puis quel que soit l'âge aussi. Donc, je trouve que ce serait quelque chose de très, très, très bon à commercialiser. Oui, c'est une bonne idée, parce que c'est ça, quand je préparais la conférence, tu sais, l'atelier là, à l'Institut du Nouveau Monde, je me suis dit, je veux pas seulement donner une conférence sur l'éco-responsabilité, ben comment je peux faire différemment. Fait que, donc voilà, ça a donné... C'est super. Donc, restez avec nous, chères auditrices et auditeurs. Nous allons poursuivre après la pause.
à sa fin, il coule dans les ports des souterrains. Emporte avec lui frissons jurons, les longues nuits, les caleçons longs. Nous nous collerons tous les deux, désormais pour nos beaux yeux. Nous nous trouverons une voiture, nous partirons à l'aventure. Pour n'importe où je m'en fous. Tous les deux amoureux fous. Pour n'importe où je m'en fous. Tous les deux amoureux fous. Nous ferons des aires de repos, des oasis exceptionnelles. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. Pendant quelques heures, je conduirai jusqu'aux abords de mon sommeil. Puis je te refilerai le volant chassant toutes les fourmis dans tes orteils. Pour n'importe où je m'en fous. Tous les deux amoureux fous. Pour n'importe où je m'en fous. Tous les deux amoureux fous. Pour n'importe où je m'en fous. Les deux amoureux fous. De retour avec Virginie Francoeur, professeure en gestion du changement et autrice. Virginie, tu sembles former un noyau dur avec tes parents, hein, Lucien Francoeur et Claudine Bertrand, qui sont quand même des personnes aussi connues publiquement. J'aimerais savoir quelle facette de ta personnalité les représente. Je dirais, en tout cas, j'ose espérer que j'ai pris le meilleur des deux. Ouais. Mais mes parents, c'est ça, il y a vraiment une grande générosité de leur temps. Puis tout le temps, tout à l'heure, on a parlé du volet plus... pourquoi j'étais autant sensibilisée par aussi Oui. les autres. Ben, mes parents ont toujours été comme ça. Chez moi, tout le monde était accueilli. Il y avait aussi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des grandes soirées de poésie où tout le monde venait, tout le monde pouvait s'exprimer. Donc, de respecter les autres, de pas juger, puis d'être généreux pour mes parents. Il n'y a pas de saut métier, on respecte tout le monde. Fait que ça, c'est un des aspects. Ma mère a toujours eu une grande éthique. Elle a été chef du syndicat, chef du département au cégep de Rosemont. Puis donc, ces facettes-là. Puis je dirais aussi la pulsion de la création. Ah oui. C'est vraiment pour eux, l'écriture, puis pour moi aussi, ça nous permet de nous oxygéner. C'est vraiment une pulsion qui est forte. Puis, je réalise que j'habitais avec mes parents, plus maintenant, là, mais quand j'étais durant ma maîtrise, puis j'ai déménagé à Québec là, pour faire mon doctorat. Puis je me souviens que mes parents, quand j'étais étudiante à la maîtrise, jusqu'à 2-3 heures du matin, ils réinventaient le monde, ils s'installaient dans la cuisine, puis chacun présentait, puis se parlait d'un livre, puis était en train d'écrire des poèmes. Puis moi, je me souviens que ça me dérangeait parce que je voulais dormir, puis ils faisaient ça jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis quand j'ai déménagé à Québec, j'ai réalisé à quel point cet aspect-là puis cette facette-là me manquait. Okay. Puis aujourd'hui, ils vont avoir 75 ans bientôt. Ça fait, je pense, 40 ans qu'ils sont ensemble, malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues. Puis leurs parcours qui sont quand même assez différents, même si les deux sont dans la création. Mon père a un côté plus rock'n'roll avec toute la vie, le parcours que ça l'a entraîné. Ma mère
un peu moins dans le rock, plus dans Ouais. la poésie, mais fait que je pense que c'est ça, cette pulsion-là d'écrire, puis de toujours m'encourager, puis au début de l'entrevue, je disais, c'est ça qu'on misait pas nécessairement, tu sais, sur moi, là, Oui. pour faire des hautes études ou avoir en tout cas, faire des grandes choses, puis finalement, ben, mes parents ont jamais cessé de croire en moi, fait que, tu sais, ça, c'est... puis moi, j'essaie, en tout cas, tu sais, avec mes étudiants, de les aider le plus possible, Oui. parce que j'essaie de recréer ce que moi, j'ai pas forcément eu, puis que tout le monde peut avoir un parcours qui est complètement tu sais, différent puis atypique. Oui. Donc, ce sont ces facettes-là. Puis moi, je suis pas la personne qui a eu les meilleurs résultats scolaires. Tu sais, quand j'étais au secondaire, j'ai coulé beaucoup de cours. Tu sais, au baccalauréat, j'étais pas non plus... après, bon, mes notes se Oui. sont améliorées, là, c'est certain, si j'ai fait un doctorat, mais c'est pour montrer aussi aux étudiants que c'est ça, tu sais, pour être on peut être un bon ingénieur, un bon gestionnaire sans Oui. avoir forcément eu des bons résultats. Puis tout parcours est valable. Puis il n'y a oui. pas un modèle idéal. Mhm. C'est peut-être ces valeurs-là puis ces facettes-là qui traversent Oui, oui, ma personnalité. Je sais que tu travailles sur un projet documentaire sur ton père, Lucien Francoeur. Parle-nous de ce projet-là, puis c'était important pour toi de le faire? En fait, c'est ça c'est arrivé aussi, ça, c'est un projet qui est arrivé assez de manière spontanée. Bon, là, j'avais écrit 6 livres, puis là, je m'étais dit, bon, je prends quand même une petite pause, vu que je suis dans le milieu universitaire de l'enseignement. Puis c'est, en fait, Yves Bisaillon et Christian Medawar qui voulaient faire un film documentaire sur la vie de mon père, mais fait que là, ils m'ont approché pour ce film-là, puis on a commencé à en discuter. Puis l'objectif, c'était vraiment Lucien Francoeur vu à travers les yeux de sa fille. OK. Moi, ça m'a permis aussi de me replonger dans sa carrière, dans toutes les archives qu'ils ont depuis sa première nuit de la poésie, tu sais, au Jardin des Étoiles. Puis mon père, j'ai retrouvé là, des vidéos, il portait des pantalons de cuir, des talons hauts, tu sais, bien avant le mouvement LGBT. Fait que, tu sais, très avant-gardiste. Puis c'est quand même, bon, un monument de la contre-culture au Québec qui a influencé beaucoup de personnes. Puis je pense que, ben, en tout cas, moi, j'ai beaucoup influencé aussi sa vie. Puis on a une relation très fusionnelle. Tu sais, c'est mon père, mais en même temps, c'est mon meilleur ami, c'est mon mentor. On est très proches, on est très soudés. Puis en même temps, des fois, on se déteste là, à mourir. Mais, tu sais, je veux dire que... Fait que ça a été vraiment... quand ils m'ont approché pour ça, au début, je me suis posé des questions. Tu sais, je me suis dit, est-ce que j'avais jamais touché à la scénarisation? Parce que j'ai co-scénarisé, en fait, le documentaire. Okay. Je le co-réalise avec Robbie Hart, qui est l'autre réalisateur, qui fait beaucoup de documentaires, donc des films rock. Et puis, je joue aussi le film. Donc, je joue dans le film, je joue mon personnage, qui est moi, qui est la fille de Lucien Francoeur. Donc, c'est quand même un défi, mais un beau défi de jongler avec ces 3 rôles-là. C'est pas toujours évident parce que des fois, tu sais, c'est ça, je suis dans la peau de la fille, puis des fois, je dois un peu prendre... disons, du recul, de l'altitude, c'est ça, oui. d'avoir une vision plus 360, puis là, d'être dans une position plus de réalisatrice. Mais en même temps, c'est ça, ça m'amène à revisiter toute sa carrière. Puis je pense que Lucien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tu sais, il a quand même marqué les esprits. Fait que c'est en même temps aussi l'histoire du Québec à travers ce film-là. Puis bon, mon père, c'est ça, il va avoir 75 ans. Il y a eu une période, bon, plus difficile. Il a fait un infarctus, tu sais. Il a brûlé la chandelle des 2 bouts avec le style de vie qu'il a mené. Puis des fois, je me surprends même de savoir qu'il est encore en vie. Donc, je me dis, j'ai envie de le prendre, ce flambeau-là, et de le porter fièrement. Puis de revisiter en même temps, c'est un voyage intérieur, mais aussi c'est un voyage, on part en road trip là, aux États-Unis parce que mon père, à 14-15 ans, il a fugué aux États-Unis. Donc, on retourne sur tous les endroits de son adolescence. Puis, c'est ça, c'est pour lui donner en même temps le goût à nouveau de vivre, puis de créer, puis de peut-être de renouer avec ces mythes de la création. Puis notre objectif aussi à travers ce film-là, c'est d'écrire un livre à 4 mains, donc vraiment... Ah oui, par la suite? Par la suite, mais dans le film documentaire, on va aussi écrire en situation. Donc, c'est le projet. Puis là, on est en tournage, donc on a... c'est ça, le film devrait sortir en 2024.
Ah, quand même, OK. Donc, Oui. vous êtes au tout début du projet? Ça fait quand même 2 ans là, qu'on Ah oui, travaille d'accord. là-dessus, tu sais, du scénario qu'on a écrit, après de voir les instances, que ça soit approuvé, les demandes de subvention. Oui. Donc, c'est beaucoup, c'est un long processus. Aussi, je fais pas ça à temps plein, étant donné C'est que ça. je travaille. Fait que, Ben tu sais, oui. souvent, là, cette semaine, ben, je finis l'université, puis là, je vais voir l'équipe de production, de réalisation, puis on travaille sur des scènes. Fait que, c'est ça. Donc, je travaille sur ce beau projet-là qui m'anime beaucoup aussi. Puis, oui, c'est ça. Oui, qui te remplit de joie. Qui me remplit de joie, effectivement. Donc, Virginie, dans le cadre de l'émission Vivement les femmes, je pense que tu es la plus jeune femme d'inspiration que nous avons reçue. Là, Ah oui? oui, oui, OK. oui. Donc, est-ce que il y a 10 ans, tu aurais imaginé être prof dans un département de génie puis réalisatrice d'un documentaire pour ton père? Non, c'est ça. J'aurais jamais réalisé. Tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai jamais eu des objectifs en termes de production. De toute Oui. façon, je me suis jamais dit, j'ai envie d'écrire 10 livres avant 40 ans ou j'ai envie d'être prof. Tu sais, je voulais juste être bien puis continuer à être autant passionnée par les projets qui m'animent. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est ça mon plus grand souhait, de pouvoir me lever le matin puis de vraiment aimer ce que je fais puis d'être autant enthousiaste par mon travail. Tu sais, c'est ce que je souhaite, mais fait que j'aurais jamais pu l'imaginer, tu sais, même d'être dans une entrevue aujourd'hui puis de parler de mon parcours. Oui. Tu sais, c'est quelque chose quand même d'inespéré. Oui, oui. Ah, mais ton parcours, je veux dire, on parle d'inspiration tout le temps, mais je pense que c'est important de mettre ces modèles d'inspiration-là, puis de par ce que tu as vécu, où tu t'es rendu, puis il y a aussi cette persévérance-là qui est venue au fur et à mesure, c'est ce que je comprends aussi avec, en t'interviewant, c'est que au départ, tu n'avais pas plus que le goût aux études que comme nous tous, là, quand on était plus jeunes, mais tu as pu le développer au fur et à mesure. Et quelque chose d'important que tu as dit, c'est aussi à la confiance qu'on t'a faite, qui fait des professeurs, etc., et sûrement des mentors aussi. Oui, parce que j'avais peu confiance en moi, tu sais, avant, puis, tu sais, c'est pour ça que des fois, quand on est ado ou jeune adulte, on se questionne beaucoup, puis on essaie de se projeter, puis je pense que tout finit vraiment par se placer, Oui. puis on peut les développer, nos compétences. Tu sais, moi, c'est ça, j'étais pas une universitaire, puis j'en suis devenue une. Fait que, tu sais, ça montre que vraiment tout est possible là, quand on est résilient puis quand on est persévérant. Oui, ça c'est vrai. Résilience et persévérance. Et on a parlé de 10 ans avant. Où tu te vois dans les 10 prochaines années? Bonne question, en fait. Je pense que ça répond un peu... Tout à l'heure, tu sais, je l'ai un peu mentionné, tu sais, Oui. ce que je veux, c'est continuer à me lever le matin puis aimer enseigner. C'est sûr que je vais être encore à Polytechnique puis j'ai encore envie de continuer à faire des projets qui me font triper, qui me Oui. font vibrer, de pouvoir continuer de relier science et art, Et donc art, cette transversalité des connaissances, d'encourager aussi mes étudiants à aller dans cette voie-là. Puis où je me vois, c'est de pouvoir continuer justement à peut-être transmettre ces connaissances-là puis faire en sorte que les étudiants puissent prendre des décisions, tu sais, éthiques qui misent sur l'humain puis les facteurs environnementaux parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on sera capable d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Donc, tu sais, j'aimerais être, c'est ça, peut-être, tu sais, vraiment continuer à être aussi enthousiaste par les projets que je réalise. Oui, oui. On parlait de toi comme personne inspirante. Est-ce que tu peux nous dire, l'émission Vivement les femmes est vraiment, on met en lumière les femmes d'inspiration. Quelles sont les femmes qui ont marqué ta vie ou qui ont été mentors ou qui t'ont inspiré? Je pense qu'il y a différentes femmes qui m'ont inspirée à différents moments de ma vie. Nelly Arcan, bon, c'est beaucoup des écrivaines. Oui. Nelly Arcan, j'ai lu Putain, je devais avoir 14-15 ans, puis je me souviens qu'elle avait une écriture tellement affirmée. Puis je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais ça écrire un roman. Ça m'avait donné la piqûre. Ensuite, Anaïs Nin, Simone de Beauvoir, c'est des femmes qui, à leur manière, ont déconstruit l'image de la femme modèle. Anaïs Nin, vers début des années 1900, je pense 1930, elle avait un mari, elle avait une relation
amoureuse intime avec Henry Miller, qui est un écrivain. D'ailleurs, c'est elle qui avait publié ses premiers écrits, qui l'avait aidé, disons, à les publier. Puis elle avait aussi une relation amoureuse avec June, la femme de Henry Miller. Fait que, tu sais, pour l'époque, c'était assez, en tout cas, avant-gardiste et assez libertaire. Puis ensuite, bon, aussi Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. C'est un livre que je recommande à toutes les femmes, mais en même temps à tout le monde, là, les hommes aussi. Puis tout le monde devrait lire ce livre-là. Simone de Beauvoir, en fait, la thèse qu'elle défend, c'est pour s'émanciper en tant que femme, il faut obtenir l'autonomie financière et intellectuelle. Puis, c'est vraiment, tu sais, l'autonomie intellectuelle, on peut jamais l'obtenir à 100%, mais en tout cas, on peut toujours continuer à s'instruire. Puis, c'est ce que j'ai tenté de faire justement avec mon doctorat, puis l'autonomie financière aussi. Fait que ces deux pôles-là, je trouve qu'ils sont vraiment essentiels. Puis peut-être en terminant, bon, c'est peut-être cliché, mais ma mère, c'est sûr qu'elle m'a beaucoup inspirée dans mon parcours, là. Ben merci. Sur ces belles paroles, Virginie, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es une femme très inspirante par ton parcours, mais maintenant, je peux dire aussi de la personne que tu incarnes. Alors, je rappelle que Virginie Francoeur est professeure en gestion du changement et autrice. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous invite la semaine prochaine pour d'autres découvertes.